De notre expérience, le jardin thérapeutique permet de prendre soin de soi, de vivre le moment présent et de s'ouvrir aux autres. Donc ces trois notions sont présentes tout au long de la médiation. Nous allons essayer de l'illustrer par notre présentation. Alors tout d'abord, on va se présenter un petit peu. Donc moi, je suis Céline. Donc j'ai participé à la création du Jardin des Mélisses quand je travaillais en service d'entrée à l'UA2 sur l'hôpital Nord. Depuis 3 ans, je travaille à l'hôpital de jour des TCA à Bellevue. Et j'ai gardé le projet jardin en tête et l'intérêt de cette médiation pour nos patients. Bonjour, je suis Bénédicte, je suis aide-soignante, je travaille à l'hôpital de jour des TCA. J'ai eu une expérience d'animation autour du jardin auprès de patients ayant une pathologie psychiatrique. J'ai beaucoup d'intérêt pour cette activité au niveau personnel et envie de le partager en médiation thérapeutique. Bonjour, je suis Sébastien, je suis infirmier. Ça fait 10 ans que je travaille auprès des patientes TCA. 9 ans en service d'hospitalisation complète et là ça fait 1 an et demi que je travaille à l'hôpital de jour. Donc on travaille beaucoup à partir de médiation thérapeutique. Et donc le jardin c'est pour moi une activité que j'apprécie beaucoup. Et là je découvre en fait les intérêts thérapeutiques de cette activité. Donc je vais vous présenter un petit peu notre jardin qu'on a nommé une jeune pousse du Jardin des Mélisses. Donc il se situe au rez-de-chaussée du pavillon 52 de l'hôpital de Bellevue. Donc comme on peut le voir sur la photo, le CHU a mis à notre disposition 3 bacs en bois fabriqués et installés par les jardiniers. Donc voilà. On voit aussi nos gabions qui délimitent un peu l'espace et nos pots qu'on a choisi colorés. En s'inspirant du Jardin des Mélisses, il nous a paru intéressant de proposer cette médiation aux patientes ayant un trouble du comportement alimentaire pour différentes raisons. Donc on peut voir l'activité de jardinage comme une métaphore du soin. Donc ça sera un petit peu plus développé par mon collègue Sébastien. On peut parler du rapport au temps, de la patience, du fait de se projeter dans l'avenir. On peut parler aussi de l'estime de soi, de la sécurité intérieure, qui sont des notions importantes, comme le prendre soin de soi et des autres. Il a été primordial pour nous et nos patientes de se connecter à nos ressentis et d'accéder à la détente et à la légèreté. Notre jardin est un espace de rencontre et de découverte. Et enfin, on n'a pas perdu de vue l'objectif de jardiner pour produire nos légumes. Alors, il est vrai qu'au départ, cette médiation ne paraissait pas la plus fun pour nos patientes adolescentes, comme si elles nous voyaient arriver avec notre bêche, notre béret pour semer des lignes de carottes. On était plutôt mal partis. Pour nous, il a été essentiel de laisser le temps aux patientes, l'ouverture pour qu'elles s'approprient cet espace que nous allions construire ensemble. C'était vraiment l'idée de construire en commun cette médiation. Après avoir accueilli certaines réticences, les patientes ont pu partager leurs souvenirs d'enfance dans le jardin de leurs grands-parents, des envies créatives comme les cabanes à insectes ou à oiseaux, ou encore détourner une palette. Notre palette. Certaines patientes étaient plus fascinées par les abeilles ou intéressées par les animaux ou la nature. Mais très rapidement, on s'est aperçu que les patientes ont exprimé leur impatience à vouloir semer, jardiner, en gros, mettre les mains dans la terre. Alors sur cette photo, on peut voir comme notre espace jardin rend l'entrée du service plus chaleureuse, plus agréable. C'est souvent l'endroit d'échange spontané avec les collègues d'autres unités de soins du bâtiment ou les patients hospitalisés en psychiatrie adulte. Voilà comment est construit notre plan. Donc voilà, une métaphore aussi d'un plan de fleurs.
retrouve les notions de prendre soin de soi, de vivre le moment présent et de s'ouvrir aux autres. Donc voilà, ça illustre la métaphore entre la plante et la personne, entre ce qui se passe dans l'atelier jardin et le processus de soin. Une notion par exemple de régression. On peut penser à quelque chose comme ça. L'hiver par exemple, la plante perd ses feuilles, la sève descend au niveau du sol. Donc quelque part c'est une régression pour la plante, mais c'est ce qui va lui permettre de résister au froid de l'hiver. Et du coup, quand la météo sera plus clémente, de pouvoir rester en vie et pouvoir s'épanouir et à nouveau peut-être donner des fruits. Voilà. Pareil, ça peut amener une réflexion sur des mouvements régressifs de patients ou même de toute personne dans sa vie quand il y a une épreuve ou une situation de soins. Et donc, comment on peut aussi, ça peut aider à donner du sens à ce mouvement régressif. Et peut-être qu'il est précieux et que peut-être il est urgent de le respecter, quoi. Donc là, je vais développer la notion de prendre soin de soi. Donc pareil, pour reprendre la métaphore de la plante en hiver, finalement, quand on observe l'apparition d'une fleur ou d'un fruit, c'est le fruit d'un long processus. Ça apparaît pas comme ça tout d'un coup, parce que les conditions sont bonnes, et paf, il y a une fleur et un fruit qui apparaît tout d'un coup. Donc pareil, quand une personne change, va mieux, quand elle arrive à dépasser des peurs qu'elle avait, c'est le fruit d'un processus qui a été long, quoi. On fait le parallèle entre jardiner qui consiste à prendre soin des plantes, des fleurs, et le fait de prendre soin de soi et prendre soin des autres. Je voulais simplement préciser quelque chose, mais rapidement. On a travaillé en équipe, on sait qu'on est soutenu en fait par l'équipe par rapport à ce projet, et ensemble on a donné du sens à ce projet et on a construit ça, et on donne du sens et on se dit que ça a un intérêt pour nos patientes qui ont un trouble alimentaire. Donc quelque part de faire cette réflexion-là, de travailler autour de ça, c'est aussi pour le soignant de construire une sécurité sur cette médiation, elle a un intérêt pour les patientes. Et je pense que c'est important parce que ça peut éviter certains pièges quand des parents nous appellent et disent mais pourquoi vous avez collé ma fille au jardin, elle déteste ça, elle se dit qu'elle va s'ennuyer à mourir. Et je crois qu'on peut avoir tendance, si on n'est pas tranquille par rapport à ça, à vouloir expliquer aux parents par A plus B pourquoi jardiner, ça va être important dans ses soins. Et je crois que quand on fait ça, on va peut-être empêcher qu'un processus de soins puisse apparaître pendant cette médiation. Donc ça peut permettre on avait réfléchi à ça, de se dire c'est un atelier en équipe, pour nous on sait que ça a un intérêt, mais finalement on ne sait pas forcément quel va être l'intérêt pour telle ou telle patiente. L'intérêt c'est ce qui va pouvoir se passer pendant ces moments partagés. C'est quelque chose qui est vrai pour le jardin, mais pour d'autres médiations thérapeutiques. Bon, je reprends le fil du coup de la présentation. Donc on commence, pour nous ça a été important de commencer par le semis. Donc on a différents types de graines, on a pu d'ailleurs, c'est important pour nous de construire ce projet ensemble, de demander aux patientes s'il y a des plants qu'elles ont envie de cultiver particulièrement. Donc pendant le semis, on est attentif aux paroles de chacun, à leur manière de faire. On prend le temps aussi de bien expliquer cette étape. En réflexion, on disait que finalement, dans la façon de planter la graine, les questions, à quelle profondeur il faut mettre cette graine, de quoi elle a besoin, on sent que à la fois on a des patientes qui vont, et nous-mêmes en fait, ça paraît un peu magique, cette graine qui est sèche dans un sachet depuis pas mal de temps, tout d'un coup on va mettre un peu d'eau, on la met dans du terreau et hop, il y a une plante qui pousse. Il y a quelque chose d'un peu magique là-dedans en fait.
Voilà, et en tout cas, autour de cette préoccupation, ça peut être, on observe les prémices de la capacité d'être une mère pour soi et s'occuper de soi. Voilà, c'est un peu en lien avec des réflexions de Winnicott, je crois. Ce sont les préoccupations maternelles primaires. Donc voilà, une fois qu'on a réalisé le semis, voilà, on a des petites pousses qui apparaissent, donc on les observe régulièrement, elles sont présentes au sein du service. Donc les personnes de l'atelier jardin, bien sûr on les observe, on s'en occupe, on regarde comment elles vont, on observe que certaines grandissent plus vite que d'autres, on peut essayer de comprendre pourquoi. Et puis c'est aussi quelque chose qui est partagé par toutes les personnes qui rentrent dans le service, d'autres personnes de l'équipe, d'autres patients d'autres unités. Voilà. Et en fait, il y a quand même ce besoin d'avoir toujours une préoccupation en fait, pour ces plants. Parce que si on les oublie, surtout là, à cette étape-là où elles sont un peu sous serre, on va devoir aussi se poser la question entre les laisser à l'intérieur, elles sont à l'abri des gelées, donc ça les protège. Par contre, si on les garde trop à l'intérieur, elles ne vont pas pouvoir se développer, elles vont être beaucoup trop fragiles. Et c'est vrai que donc il y aura une décision à prendre. Voilà, quand est-ce qu'on prend le risque de les mettre à l'extérieur, ce qui va leur permettre, on l'observe, hein, de se renforcer. Voilà. Donc pareil, c'est toutes des observations qu'on peut mettre en lien avec le processus de soins, ce qui se passe pour nos patientes. Voilà, donc bien sûr cette notion de temporalité qui est très présente, hein, dans le jardinage, tout ne se passe pas à l'instant, hein, on n'est pas dans l'immédiateté. Et en même temps, à la fois, voilà, si on plante une graine ou qu'on regarde une plante et on peut rester longtemps devant cette plante, on ne va pas avoir une évolution, ou alors il faudra vraiment rester longtemps à côté. Par contre, voilà, il y a des changements qui se font petit à petit. Et finalement, nous on commence les semis en mi-février à peu près. Et voilà, on peut suivre l'évolution jusqu'au plant de tomates voilà, adulte. Et quand même, on se rend compte que les changements sont là et sont assez importants. Donc voilà, là encore, une métaphore de ce qui peut se passer dans le soin. Même si les choses ne se voient pas, il y a voilà, comment noter chaque petit changement. Qui peuvent être chacun assez essentiels. Il faut que j'avance là, hein, du coup. Voilà, alors, une autre étape qu'on n'avait pas du tout anticipée, qui s'est un peu imposée à nous. Voilà, sur l'exemple de la photo, on a un petit plant, je pense que c'est un petit plant de tomates, donc qui avait poussé à l'intérieur et qui, recherchant la lumière, a une tige très fine, et on s'est dit, voilà, si ça continue comme ça, ils vont se casser, on pourra pas ils vont pas tenir. Et on a eu l'idée, pendant une séance, avec les patientes, voilà, de déterrer ces plants et d'essayer de les repiquer, et en tenant compte voilà, de la fragilité de la tige, donc en la soutenant avec du terreau. Voilà. Et ça a été, donc voilà, on sentait bien que ces plants étaient très fragiles, qu'ils pouvaient vite se briser. Et on a senti de la part des patientes, voilà, beaucoup d'attention de notre part à nous. Et pareil, il y avait un certain plaisir et une certaine attention à réaliser cette étape. Et ensuite, on a pu observer, lorsqu'on a mis ces plants en pot, un peu de cette façon, que pendant longtemps, on pouvait voir certaines feuilles jaunir, et puis pendant assez longtemps, les plants n'évoluent plus. Et finalement, ce qui se passe pendant parfois plusieurs semaines, c'est que les plants, voilà, créent des racines, s'enracinent, se solidifient. Et c'est cet enracinement pendant plusieurs semaines qui va leur permettre après de pouvoir croître et être suffisamment solide pour qu'on puisse, quand ça sera le moment, que les seins de glace seront passés, de pouvoir les installer à l'extérieur, et petit à petit vont continuer à croître et être plus autonomes. Donc là pareil, on voit bien le parallèle qu'on peut faire dans les étapes du soin, où voilà, quand un changement est mis en place dans une prise en charge, ou quand en apparence, pour une patiente, on se dit il ne se passe pas grand-chose, les choses s'installent. Donc oui, c'est important de se questionner à tout ça, mais peut-être que dans beaucoup de situations, il est urgent de ne rien changer, et au contraire de maintenir une fiabilité, une stabilité dans l'accompagnement et la prise en charge. Par exemple, pour ces plants, si on s'inquiétait trop
de voir que rien n'évolue, on pourrait vouloir les transplanter sans arrêt et finalement on leur empêcherait de croître, quoi. Voilà, pour conclure sur cette partie, je dirais que voilà, il y a une patiente qui nous avait amené, alors il y a beaucoup de sujets de discussion qui arrivent sur les ateliers jardin, et notamment une patiente qui avait amené la question du lâcher-prise. Et voilà, en se disant, mais tiens, parce qu'elle, le matin même, il y avait une pesée, en fait, et ça avait été très compliqué pour elle, lâcher prise sur le fait qu'elle avait pris 300 grammes et qu'elle se voyait grosse. Et finalement, elle a ramené cette question l'après-midi pendant l'atelier jardin, et en se questionnant, tiens, finalement, dans le jardin, ça sert à quoi de contrôler, de maîtriser, et on a pu comme ça aborder la question du lâcher-prise autour du jardin. Et voilà, comme la question d'une mauvaise herbe, par exemple. Hier encore, avec les patientes, on a observé un pissenlit. Là, je suis en train de divaguer, je crois. Mais en tout cas, voilà, ce que je me disais, c'est que par exemple, dans la permaculture, on va se rendre compte qu'une mauvaise herbe, en fait, elle a vraiment de l'intérêt pour la biodiversité. Et je trouve que quand on peut regarder le jardin comme soit il va falloir que tout soit propre, tout soit net, un peu d'une façon obsessionnelle, ou alors on va accepter que la nature, c'est un intérêt pour la nature, et ces mauvaises herbes ont un rôle, ont un intérêt, c'est le signe qu'il y a une diversité qui arrive spontanément, et du coup ça permet de le vivre vraiment différemment. Ouais, je te passe la parole. Ouais. Attends, on n'est pas bon dans l'ordre. Ouais, c'était encore. D'accord. Donc je vais poursuivre. Dans cette petite présentation, je vais essayer de vous faire percevoir comment, à travers notre médiation, nous avons pu apprécier le moment présent. Alors que ce soit au bord d'un lac, en forêt, en bord de Loire ou dans un petit coin de verdure de l'hôpital. Ces temps partagés nous ont permis de vivre des moments de méditation. Nous avons pu être attentifs à toutes les expériences sensorielles que la nature nous a offertes, ceci sans intention. Nous avons pu voir comment la nature facilite l'apaisement, l'introspection et permet de se recentrer, de mettre à distance les pensées alimentaires, l'anxiété souvent très présente chez nos patientes. Alors cette notion de vivre le moment présent est apparue comme une évidence. Lorsque l'on jardine, le toucher et l'odorat sont très présents. Évidemment, la vue et l'ouïe sont très sollicités aussi. Donc, comme on en a parlé ce matin, des études montrent que ces stimulations sensorielles venant de la nature sont très apaisantes, font baisser le rythme cardiaque et la tension artérielle. Il nous a semblé aussi que cette présence et cette attention au jardin et à la nature invitent au calme et à plus de présence à soi et à ce qui est là devant nous, ainsi qu'à notre façon de le regarder et de l'accueillir. Alors on a pu sortir observer la nature très simplement, parfois juste devant le service. Nous avons observé la pelouse mal tondue, laissant grandir des mauvaises herbes, et à notre surprise, nous avons trouvé des trésors. Fleurs minuscules aux pétales en forme de cœur, feuilles aux vers multiples, certaines douces comme du velours. Nous avons pu être attentifs aux insectes, au vent dans les arbres. Tous ces stimuli nous ont invités à un regard plus précis, plus intense, à plus de légèreté et de calme. Cette médiation nous a enfin permis aussi de jouer, de rire et de profiter de ces moments partagés, ce qui n'est pas rien. Le jardin est le reflet d'un travail, d'une attention. Il est observé par beaucoup de monde. Il interpelle. Sur la notion de l'estime de soi, nous avons quelques paroles de nos patientes. J'aimerais tellement que ça marche. De toute façon, si je touche une plante, elle va mourir. Grâce à leurs soins, une petite graine est devenue un plant fragile. Puis avec leur attention, leur patience,
Il est devenu solide et a donné des fruits. En lien avec une notion de sécurité, les patientes savent ou l'expérimentent, malgré leur absence, et pendant que la semaine s'écoulera, que la nature va prendre soin, avec les éléments extérieurs, le temps, l'eau, le soleil, les abeilles. Mais elles savent aussi qu'en cas de besoin, les autres patients, les soignants, se seront occupés du jardin. On encourage nos patientes à demander de l'aide. On travaille sur la confiance, se faire confiance et faire confiance à l'autre. Le patient qui va mieux n'est pas un patient qui va mieux tout le temps. C'est un patient qui va pouvoir exprimer ses demandes et se tourner vers l'autre pour avancer. Très vite dans le groupe, nous avons eu envie de nous promener aux alentours, d'aller découvrir d'autres lieux, sentir d'autres ambiances et rencontrer d'autres personnes. Les personnes âgées hospitalisées riches de savoir, les étudiants du lycée de Montravel, mais aussi de partager l'expérience du jardin thérapeutique des Mélisses. En conclusion, nous avons l'espoir que nos vécus vont pouvoir germer chez les patientes pour les amener à cheminer vers l'autonomie. Ouais, on vous laisse la place. On va s'asseoir. Non, on vous laisse volontiers. C'est Marie qui commence. Oui. Je vais éviter de faire comme maman. Les questions. C'est à toi là? Non. C'est à Dominique. C'est moi qui commence. Bonjour à tous. Donc, nous, on fait suite à l'intervention des collègues de ce matin qui vous ont présenté la construction du jardin des Mélisses et de la médiation. Suite et en collaboration avec ce premier projet, est rapidement venue une recherche infirmière que nous avons menée à plusieurs, évidemment. Donc en fait, c'est ce qu'on va vous présenter avec Valérie. Donc moi, je m'appelle Blandine Charrier, je suis cadre au CHU de Saint-Étienne. En fait, depuis 2016, nous avons un projet hospitalier de recherche infirmière et paramédicale qui a été validé par le ministère de la Santé. On a un budget d'environ 270 000 € alloués pour ce projet. L'objectif de l'étude est vraiment de mesurer l'efficacité de la médiation sur l'état anxieux du patient, ainsi que sur les émotions induites par le jardinage et les possibilités d'alliances thérapeutiques qui en découlent. Donc, comme on a pu le voir ce matin, notamment avec monsieur Ulrich, c'est qu'on sait bien que l'hospitalisation génère de l'angoisse et du stress chez tous les patients. C'est d'autant plus vrai sur la psychiatrie, puisque la décompensation des patients génère encore plus d'angoisse et d'anxiété. Du coup, ce qui se passe sur les hospitalisations, c'est que des traitements sont donnés rapidement pour traiter les symptômes, ce qui permet d'entamer une relation plus sereine avec les patients. Ensuite, la relation patient-soignant qui est essentielle en psychiatrie, elle fait partie intégrante du soin et ça permet l'alliance, vraiment, on joue sur l'alliance thérapeutique. Donc c'est pourquoi notre réflexion, en fait, c'est vraiment en plus des traitements médicamenteux, c'est de trouver, d'avoir d'autres types de thérapies, dont cette médiation. Et la réflexion, elle est issue de là, c'est quelle thérapie on pourrait trouver autre que ce qui est déjà pratiqué sur notre lieu de soins. Et l'objectif étant évidemment d'améliorer l'état de santé du patient.
Donc ces dernières années, on a pu aussi l'entendre un petit peu ce matin, de nombreuses équipes médicales se sont intéressées à l'ortithérapie pour montrer que la nature a une action sur le stress, pour montrer l'efficacité de l'ortithérapie avec des effets positifs plus ou moins importants, notamment dans la douleur, sur la douleur, les addictions, la dépression. On avait avant de mettre en place cette recherche, on a aussi recherché s'il y avait déjà des études réalisées et on s'est rendu compte qu'il y en avait quelques-unes, mais qui présentaient parfois des faiblesses méthodologiques, notamment une absence de groupe contrôle, qu'elles n'étaient pas randomisées, qu'elles concernaient peu de patients aussi, avec des critères d'évaluation discutables. Donc en fait, on s'est aperçu qu'il y avait également que ça n'avait jamais été fait, l'évaluation des patients angoissés, hospitalisés en psychiatrie adulte. Ça, on n'a pas trouvé de référence. Donc c'est pour ça qu'on a décidé et qu'on a souhaité réaliser une étude dont l'objectif est d'évaluer l'efficacité de l'ortithérapie sur l'anxiété des patients admis en psychiatrie adulte. Donc je vais vous décrire un petit peu notre parcours. En fait, ce matin, les collègues vous ont décrit la mise en place du Jardin des Mélisses. C'était en 2015. Et dès mars 2015, on nous présente un appel à projet. Donc le PHRIP, c'est le projet hospitalier de recherche infirmière et paramédicale. Et la première étape de ce PHRIP, c'est d'écrire une lettre d'intention sur la plateforme de la DGOS, la Direction Générale de l'Organisation des Soins du ministère de la Santé. Donc cette lettre d'intention, nous l'avons écrite et elle comporte des justifications scientifiques de l'intérêt du jardin, des objectifs, plusieurs objectifs, des critères aussi permettant de mesurer les succès ou les échecs des objectifs. Le déroulement aussi, on a commencé à penser au déroulement de la recherche, le nombre de sujets nécessaires, les budgets approximatifs. Donc en fait, cette lettre, elle a été envoyée à la DRCI, parce qu'en fait, on a la chance d'avoir une structure faisant partie du CHU, d'avoir une structure qui est la délégation à la recherche clinique et à l'innovation, qui nous a aidés dans l'élaboration de cette lettre d'intention, puis du projet global. Du coup, on a travaillé vraiment avec eux. C'est eux qui nous ont apporté l'expertise de la recherche, du côté recherche, parce que nous, on était complètement novices. Et nous, on a vraiment apporté notre expertise de la psychiatrie et des patients et ce qu'on voulait. Alors, au départ, c'était un petit peu parfois le grand écart, le fossé, on va dire. Et on ne se comprenait pas toujours dans le langage. Eux avaient un langage très recherche, très technique. Et nous, on avait notre langage de soignants avec les patients de psychiatrie. Et on était vraiment parfois en difficulté pour se comprendre, mais on y est arrivé. Et voilà, on a déposé cette lettre d'intention. Donc la deuxième étape, c'est vraiment ensuite... donc là, pour vous mettre une notion de temps, on arrive en juillet 2015, où on sait qu'on est retenu sur la première étape, la lettre d'intention, et on doit déposer le dossier complet ensuite en septembre. Donc tout l'été, nous avons travaillé à l'écriture du projet, toujours avec l'aide de la DRCI. Donc le projet complet, il comporte un protocole scientifique, il faut un budget détaillé, un planning évidemment avec un calendrier, des graphiques sur la gestion et l'avancement du projet, une attestation de soutien pour l'étude signée par la direction du CHU, puis diverses annexes, notamment les échelles d'anxiété par exemple. Donc là également on l'a déposé sur la plateforme de la DGOS. Et fin 2015, début 2016, on a eu la réponse comme quoi le projet était accepté et qu'on avait un budget
pour mener à bien cette recherche infirmière. Donc en fait, quand on obtient un financement pour un PHRIP, on a un financement global, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à peu près, on a environ 270 000 €. Et ensuite, ce budget il se répartit par tranches. Donc la première tranche, et ces tranches sont débloquées selon l'avancée du projet. Donc la première tranche, c'est à l'acceptation du projet. Ensuite, la deuxième tranche, c'est quand on obtient toutes les autorisations réglementaires. La troisième tranche, c'est lorsqu'on arrive à la moitié des inclusions. Donc c'est là où nous en sommes aujourd'hui. On a dépassé la moitié des inclusions, donc on a pu débloquer la troisième tranche. Puis après viendra la quatrième tranche avec un rapport statistique et la cinquième tranche une fois que l'article de recherche sera publié. On avait prévu un calendrier prévisionnel évidemment dans ce projet, donc je vous laisse lire les dates et découvrir les dates. Donc début des inclusions septembre 2016, donc on a obtenu à peu près le budget en mars, donc du coup ça nous a laissé moins de 6 mois, à peu près 6 mois pour mettre en place vraiment le projet de recherche avec le recrutement infirmier, savoir comment on allait répartir les financements exactement. Enfin vraiment ça a été un travail de longue haleine. Donc là on s'est tenu à la date, septembre 2016, les inclusions ont bien débuté. Ensuite la date de fin des inclusions, on avait mis avril 2018 avec la date de fin de suivi juin 2018, mais le projet n'est actuellement pas terminé, toujours en cours. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une recherche, et on a eu la chance de rencontrer des personnes qui ont déjà mené des projets de recherche et qui nous avaient avertis de cela, c'est-à-dire que les recherches prennent plus de temps que ce qu'on peut toujours imaginer. Donc, ce qui nous avait permis à l'époque, grâce à ces conseils, de répartir notre budget de manière à garder de l'argent, à le prévoir sur au moins 3 ans, au niveau notamment du personnel et des infirmiers qui sont financés sur ce budget-là. Et ça nous avait permis d'anticiper sur la durée au niveau financier. Donc là, je vais passer la parole à Valérie, qui va expliquer. Non, qui va expliquer la suite. J'adore le travail d'équipe. Bonjour à tous. Merci des collègues. Donc du coup, voilà, comme vous avez pu le constater, on n'a pas pu tenir compte des dates. Voilà, pour diverses raisons, notamment les raisons des patients hospitalisés en psychiatrie, qui ont une clinique fluctuante, des durées d'hospitalisation variables et l'instabilité des patients et d'autres critères. Là, je vais vous expliquer donc le protocole de recherche. C'est une étude prospective, contrôlée et randomisée, qui se fait sur 2 groupes parallèles. Elle porte sur 190 patients qui seront inclus dans 2 groupes différents. Un, ce qu'on appelle groupe orthithérapie, qui bénéficie des thérapies habituelles plus la présence des séances d'orthithérapie pendant 4 semaines à raison de 2 séances par semaine. Et l'autre groupe, ce qu'on appelle le groupe témoin, avec une prise en charge habituelle. Les critères d'inclusion consistent à ce que le patient ait plus de 18 ans, une durée d'hospitalisation d'au moins 1 mois pour pouvoir participer aux 8 séances d'orthithérapie, médicalement apte à débuter une médiation. Quand on dit apte, c'est ne serait-ce qu'au niveau psychique et parfois aussi physique. Que les patients aient une couverture antitétanique à jour. On fait impérativement le quick test. Ça ressemble à un petit dextro qui nous détermine ou non une couverture antitétanique. Sinon, on fait la vaccination. Il faut que le patient soit affilié ou ayant droit au régime de sécurité sociale et que le score d'anxiété soit supérieur à 8 sur l'échelle HAD-A.
Les critères de non-inclusion, c'était barrière de la langue, entre autres. Tu vas aller trop vite. Je vous parlais de l'échelle HADA. C'est une échelle, donc en anglais, Hospital Anxiety and Depression Scale. Ce sera les seules phrases en anglais que je vous dirai. Profitez. C'est une échelle qui est très sensible au changement et qui permet donc de suivre l'évolution de l'anxiété. C'est une échelle facile d'utilisation tant pour nous les soignants que pour les patients. Elle possède une excellente fiabilité et il nous paraissait plus qu'opportun de l'adapter à notre étude et elle a été validée par la DRCI. D'autre part, on évalue aussi l'effet de l'orthithérapie sur l'alliance thérapeutique et la persistance de ces effets à 8 semaines, soit 4 semaines après son terme. L'équipe de recherche, vous l'avez en grande partie rencontrée. Ce matin, vous aviez Audrey infirmière, Aude Joubert, cadre de santé, Blandine Cherrier, cadre de santé, Laure Tessier, cachée derrière son écran, moi-même et notre attaché de recherche, Cyril, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Et nous avons donc la possibilité, nous avons 3 jours par semaine de détachement de nos services, les mardis, mercredis et vendredis. La présentation du projet aux patients. Donc concrètement, comment ça se passe? On va à la rencontre des patients dans les services, avec autorisation médicale bien entendu. On leur présente la recherche, en insistant bien sur les 2 groupes, qu'il y a un tirage au sort mais que c'est pas nous en fait. C'est l'ordinateur, comme ça nous on est dédouanés de quoi que ce soit. On laisse dans un premier temps un consentement qui résume aussi avec un vocabulaire peut-être un petit peu plus pompeux et moins simple que ce qu'on peut nous utiliser quand on leur explique. On leur laisse un temps de réflexion au moins 24 heures et on revient le lendemain sur le lendemain ou la semaine suivante selon les disponibilités. Si le patient est OK pour qu'il soit inclus dans la recherche, on fait une première HAD, plus le questionnaire sur l'alliance thérapeutique, le quick test comme je vous disais tout à l'heure. On randomise, c'est fait tout par informatique. De là, tirage au sort, groupe jardin, groupe témoin. On est dans l'obligation de faire une notification de recherche dans les dossiers médicaux des patients. Donc c'est une feuille qu'on a établie. Initialement, c'était au médecin de le faire. C'est un petit peu plus compliqué. Une nouvelle loi est tombée en 2018, je crois, où nous, l'équipe, on peut le faire directement. Donc là, on a fait une trame et on numérise dans le dossier du patient. Après 4 semaines, on revoit les patients pour un second entretien, quel que soit le groupe. Et une dernière fois, 4 semaines après. La plupart du temps, les patients sont sortis des unités d'admission. On s'organise avec eux pour caler ce 3e entretien, soit au décours d'une consultation au sein de l'hôpital, soit sur un rendez-vous, hôpital de jour, CMP, ou autre structure médico-sociale. Et une fois les 8 semaines passées, le patient a terminé définitivement l'étude. Au niveau des inclusions, on est confronté à la réalité des patients de psychiatrie, au caractère fluctuant de leur état psychique, arrêt prématuré, difficulté de respecter le cadre du protocole. Au niveau des courbes, vous pouvez constater un écart entre les inclusions théoriques, qui est la ligne violette, et les inclusions réelles, c'est la courbe rouge. La courbe bleue qui représente les inclusions mensuelles des patients. La durée d'inclusion initiale du PHRIP était de 24 mois pour un recrutement de 190 patients, on vous le disait déjà tout à l'heure. Aujourd'hui, donc, on n'a pas pu respecter ce calendrier. Mais c'est pas grave, on continue.
Malgré ce retard, on a quand même quelques satisfactions de la DRCI et qui continue à nous encourager. Comme souvent, comme le disait Blandine, voilà les déroulements d'une étude clinique à des aléas. Aujourd'hui, on est à 116 patients inclus. Là, on est à 112 patients qui ont terminé l'étude, 2 patients pour qui il reste la 3e HAD et 2 patients qui viennent de débuter. Donc il leur reste l'HAD2 et l'HAD3. Lors de l'élaboration de notre protocole de recherche, les perspectives prévalentes définies étaient donc de production d'articles au cours de notre recherche et d'un rapport scientifique final. Pourquoi pas voir émerger au cours de notre travail d'autres problématiques liées aux bénéfices de l'ortithérapie pour les patients en psychiatrie, de pérenniser et enrichir l'outil de soins que représente l'espace jardin, développer un réseau national des jardins thérapeutiques dans les CHU. Aujourd'hui, nous sommes plutôt fiers d'avoir pu inclure plus de la moitié des patients dans cette recherche. Le fait de la mener à terme nous permettra, pourquoi pas, de valoriser le soin par le jardin. Comme nos collègues de l'hôpital de jour des TCA, faire germer une future formation d'orthithérapeute, d'augmenter le nombre de séances de médiation par semaine au Jardin des Mélisses, afin que plus de patients puissent en profiter. Et pour nous, soignants, la nécessité qui s'impose est de bénéficier d'un poste infirmier à temps plein qui permettrait au Jardin des Mélisses de survivre et de continuer à pousser. Notre travail en tant qu'infirmier, jardinier et chercheur est bien entendu de recruter et d'inclure des patients sur cette recherche, mais également de communiquer autour de celle-ci. Entre autres, la présentation de notre recherche aux journées rencontres de la recherche en soins en psychiatrie, organisée par le centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont-d'Or en 2017. Notre participation au congrès francophone du CIDIEF de Bordeaux en 2018. Nous sommes jolis quand même. Il y a du potentiel. Où on a quand même eu le prix du plus beau poster scientifique. Donc, on a aussi présenté la recherche à des étudiants infirmiers lors d'une journée de recherche en soins organisée par les IFSI des Hauts-de-France en octobre 2018. Et là, dernièrement, nous avons fait une présentation plénière donc, de notre poster au congrès international ICEPS, Recherche, Innovation sur les techniques non médicamenteuses à Montpellier, en mars 2019. Jolie aussi. Très belle photo. Non, pardon. Parti de rien, le jardin s'est construit peu à peu avec des carrés potagers, puis une ganivelle, une arche, une cabane de jardin, une pergola, des végétaux. Il nous arrive souvent de dire aux patients qu'il ne faut pas s'interdire de rêver. Aujourd'hui, notre rêve s'est à réaliser et il continue. Nous avions quelques remerciements à formuler quand même. Nous voulions remercier le professeur Massoum, qui est chef de pôle de la psychiatrie au CHU de Saint-Étienne, la DRCI, qui nous a vraiment aidés dans ce travail de recherche, et notamment Béatrice Degas, qui est notre personne référente, qui continue à nous suivre dans la recherche et à nous conseiller. Anne Grosselin, qui est neuropsychologue sur le pôle également et qui nous a aidé à écrire la recherche, notamment à trouver des bibliographies, des références scientifiques. Je te repasse la parole.
Sans oublier aussi Jean-Paul Langtin, ici présent, infirmier et responsable du GRSI, groupe de recherche en soins infirmiers, et M. Révillot, infirmier, docteur en sciences de l'éducation, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Madame Lolivier, infirmière de formation et rédactrice en chef du magazine Santé Mentale, qui elle aussi n'a pas pu être présente aujourd'hui. Bien entendu, sans oublier Blandine et Aude, cadres de santé qui nous accompagnent activement dans ce projet. Et moi tout particulièrement, je voudrais remercier mes collègues Audrey et Laure, qui, sans elles aussi, voilà, ça ne fonctionnerait pas et on fait un trio Le choc, ouais. plutôt Infernal. C'est qui? C'est Romain. Avant que Romain prenne la parole, j'avais un petit message de la part des collègues du lycée de Montravel qui m'ont fait une remarque tout à l'heure. C'est pour les personnes qui, sur leur lieu de soins, souhaitent créer un jardin. C'est vrai que nous, on a créé un partenariat avec le lycée Montravel, on a de la chance, ils sont pas loin du tout. Les collègues me disaient, il ne faut pas hésiter à solliciter les lycées horticoles près de chez vous, parce que c'est vraiment une richesse, et pour nous et pour eux, parce qu'eux, ils trouvent des terrains de stage, et nous, on profite de leur expertise, de leur expérience. Et ça crée des partenariats très très intéressants. Donc voilà, c'était une petite réflexion de leur part et je trouvais intéressant de la partager avec vous. Alors ce sont nos patients parce qu'on en prend soin, je pense, mais ce sont nos patients que le temps qu'on s'en occupe. En dehors, ce sont des personnes directement concernées par les troubles psychiques et je vais essayer de le rappeler le long de ma présentation. Je voudrais vous parler de deux choses dans ma présentation. J'avais articulé les choses en deux parties. J'avais parlé d'un désir commun écologique et social. Je trouvais ça assez commun, mais en même temps assez bien qu'un psychiatre puisse parler de désir. Je pense que ça vient de là aussi, il faut avoir envie de faire les choses. Si ça s'est passé aussi vite, si ça s'est passé aussi... Et si ça dure depuis aussi longtemps, c'est parce que les gens, ils ont eu le désir de faire des choses en commun, et qu'ils l'ont toujours, et que ça continue. Écologique et social. Et vous voyez le clin d'œil aussi politique, mais je pense que c'est pas rien ce qu'on fait, c'est pas vain. Et on en a parlé un peu de la question de l'éducation à la santé, mais aussi de l'éducation à l'environnement. Et je crois que tous, autant qu'on est dans nos difficultés, dans nos vulnérabilités, dans nos capacités, on fait des petites choses, et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc je pense qu'on a aussi notre part dans le bouleversement écologique et les réponses qui doivent s'annoncer. Deuxième partie, je parlerai de la richesse de l'approche qualitative. Vous avez vu l'effort qui a été consenti, fait par nos collègues pour essayer de quantifier, montrer. On a eu la chance d'avoir M. Ulrich qui nous a montré tous les travaux qui ont été réalisés sur l'approche quantitative. Et il y a aussi l'approche qualitative qui est loin d'être anecdotique mais qui est complémentaire. Alors ce désir, vous l'avez vu, c'est le souci de nature dans les établissements de santé mentale. Aujourd'hui, on a besoin d'innovations thérapeutiques non invasives, non traumatiques, complémentaires aux prises en charge existantes. Vous avez vu qu'on a insisté sur le fait qu'on ne parlait pas d'alternative, mais de complémentarité. Il ne s'agit pas de considérer que le jardin va tout soigner, mais il nous semble qu'un jardin partout, ce serait quand même bien. Le professeur Dominique Pringuet de Nice, qui était mon directeur de thèse et que je remercie pour cette journée, parce que sans lui, il n'y aurait pas eu cette journée d'organiser. Il m'a beaucoup poussé, comme il l'avait fait pour ma thèse. Il a écrit aussi des articles sur le jardin de soins en psychiatrie que je vous encourage à aller voir. Je pense qu'il y a un contexte socio-politique favorable à l'écologie. Alors j'ai rajouté surtout à l'échelon local. Voilà, vous en tirez ce que vous en pensez, mais il y a ça et là des élus aussi locaux qui sont motivés par la question et avec qui on peut faire des choses. Il y a une importance fondamentale aujourd'hui de la question de la gestion de la qualité de la vie professionnelle des soignants en institution. Ça a été rappelé pour les infirmiers, je le redis pour les étudiants et pour les internes. Madame Massoub, elle connaît bien la question. Voilà, sans plomber l'ambiance, il y a des drames toujours de soignants qui n'arrivent pas à faire leur métier parce qu'ils n'ont pas les moyens humains ou en général pour faire ce métier. C'est quand même très dur quand on n'a pas la possibilité de faire ce pourquoi on a choisi ce métier. Et là, je vous encourage à aller voir un PHRIP de 2013, pour le coup, au CHU de Tours, qui venait se questionner sur les déterminants individuels, une étude de Chéroux.
Pour continuer, les rapports scientifiques, voilà, il y a eu beaucoup d'études, vous êtes reparti sûrement avec beaucoup de références. Là aussi, il y a une revue de la littérature, Clay Courty, en 2013, qui a recensé un certain nombre d'études sur le sujet qui montrent l'intérêt clinique d'un jardin de soins. Et puis les bénéfices thérapeutiques qui sont démontrés, on en parlait tout à l'heure sur le chemin, ils sont démontrés à l'international, on ne devrait pas être obligé de rejustifier non plus auprès des directions qu'il faut ces espaces-là, qu'il y a beaucoup de choses en architecture qui peuvent être appliquées. Et on a eu la chance que M. Ulrich puisse faire part de ses recherches aux architectes qui vont construire le nouveau bâtiment. On espère qu'il aura été entendu, sinon on leur rappellera. Voilà. Alors attendez, excusez-moi, je vais juste repasser sur le... Comment on fait 21 livres. Qu'est-ce que tu veux? Partir de la diapo actuelle. Non, le mot présentateur. J'ai pas de mot présentateur. J'avais mis quelques commentaires. C'était important pour moi que je fasse part de cet ouvrage que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Le souci de nature de Cynthia Fleury, qui est une philosophe. Elle pose la question et elle nous dit: la nature nous relie les uns aux autres et à l'ensemble du vivant. Mais quelles expériences avons-nous aujourd'hui de la nature? Elle explique que celle-ci ou leur absence façonne. Elle pose la question: est-ce que celle-ci, ces expériences ou leur absence, façonnent-elles nos façons de vivre, de penser, d'agir et de gouverner? Est-ce qu'il existe une valeur ajoutée de l'expérience de nature pour l'éthique et politique? Je pense que c'est extrêmement important. Monsieur Galli est venu un moment visiter le jardin, il est entré dans le jardin, il s'est imprégné de cette atmosphère du jardin, et je reste persuadé que c'est pas pareil de faire l'expérience du jardin et juste d'en entendre parler. Elle nous redit juste ça, qu'il est urgent de préserver un souci de la nature, qui soit au cœur des institutions, des politiques publiques, de notre dynamique de transmission et d'apprentissage. C'est quelqu'un que je vous recommande vraiment de lire. Elle a écrit sur la démocratie, elle a écrit sur le soin. Et là, quand j'ai découvert cet ouvrage-là, c'était extrêmement important pour moi de me dire, elle a aussi... Cynthia Fleury. Maintenant, elle est archi connue, elle travaille au Conservatoire des Arts Nationaux et Métiers, mais je vous encourage vraiment à aller voir ce qu'elle fait. Quelque chose qui me tient vraiment à cœur, dont je voulais vous parler, c'est aussi l'espoir du rétablissement en santé mentale. Et c'est quoi ce rétablissement? Alors vous l'avez vu dans la présentation, le rétablissement aujourd'hui c'est un courant qui nous revient des États-Unis et qui a été porté par les mouvements des usagers et ce qu'ils ont appelé en Amérique des survivants de la psychiatrie. C'était un terme fort, pour nous ça vient heurter aussi un petit peu nos représentations, mais c'est aussi des gens qui venaient expliquer ce dont ils avaient besoin et ce qui pouvait les freiner dans leur rétablissement. Ça c'est une définition parmi d'autres, il y en a beaucoup. C'est le comité des usagers du service universitaire de réhabilitation de Lyon qui avait formulé cette définition-là, et ça apparaissait dans leur livret d'accueil. Ils disent que le rétablissement, c'est un processus par étapes qui vise à retrouver un niveau de bien-être pour retrouver sa capacité de décider et d'agir. Apprendre à mieux se connaître, reconnaître ses troubles et les accepter sont les clés du rétablissement. Retrouver un sens à sa vie, c'est aussi retrouver des activités de loisirs, de plaisir et de travail, et retrouver sa place dans la société en construisant un projet adapté. Se dégager du statut de malade psychique et se reconsidérer une personne parmi tant d'autres. Se rétablir, c'est l'espoir d'un avenir meilleur. Alors, il y a une personne très connue qui s'appelle Patricia Digan, peut-être que M. Ulrich connaît sûrement, qui est une activiste américaine, puisqu'en fait elle a été diagnostiquée à l'âge de 17 ans, souffrant de schizophrénie, et par contre elle s'est beaucoup mobilisée pour changer le système. Et notamment, dans ce que je disais de ce qu'elle avait écrit, elle expliquait, pour permettre une plante de pousser, il ne suffit pas de tirer dessus, mais de lui apporter patiemment, raisonnablement les ressources et l'attention dont elle a besoin. En 2001, elle écrit un article où là aussi je vous invite, en 20 minutes on n'a pas assez de temps pour vraiment développer, mais d'aller voir ce qu'elle a écrit. Et elle a écrit ce parcours de rétablissement dans ce que les gens expliquent sur la façon de se sortir des problèmes d'un trouble psychique, d'une maladie psychique. Le rétablissement en tant que processus autogéré de guérison et de transformation, et elle y partage son parcours. Et alors ce qui est marrant, en tout cas elle le présente comme ça, et ce qui m'avait frappé, c'est qu'elle utilisait la symbolique de la fleur pour illustrer ce parcours-là. Là je voulais le partager. Je l'expliquerai pas mieux que mes collègues. Les deux personnes que vous voyez ici, ce sont du matériel vidéo qui est diffusé maintenant sur le site du Centre ressources de réhabilitation pour essayer de diffuser ces concepts et l'espoir qu'on peut avoir aussi que les personnes dont on s'occupe puissent se rétablir. À gauche, vous avez Patrick Le Cardinal qui est psychiatre vers Annecy, et à droite, vous avez une personne qui est médiatrice de Santé Père.
je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les médiateurs ou les médiatrices de santé pair. Ce sont aujourd'hui des nouveaux métiers qui émergent et ce sont des personnes qui ont été directement concernées dans leur vie par un trouble psychique, la schizophrénie, le trouble bipolaire, et qui, avec une formation, viennent dans les équipes de soins et travaillent à nos côtés pour essayer d'enrichir nos pratiques, notre fonctionnement. Donc là, il parle de Patricia Digan, ça dure 3 minutes, je vous le propose et je reprends après. Si on a le son. Voilà, et des personnes pro de mouvement retrouvé, c'est pas si ça bien que une personne qui a vraiment été initiatrice dans les années 70 de ce mouvement de rétablissement aux États-Unis, qui était une ancienne athlète de haut niveau et qui s'est établie dans le diagnostic des chroniques de formation assez jeune et qui a entraîné derrière elle tout un mouvement avec d'autres, un mouvement de reprise de pouvoir et qui est devenu vraiment simplement des formatrices. Donc, comment définit Patricia Digan, comment elle définit le rétablissement dans un article qui s'appelle Le rétablissement, enfin, ce processus autogéré de guérison et de transformation, elle explique un peu son processus de rétablissement à travers une fleur. Donc voilà la fleur c'est Patricia. Donc Patricia, on dit là, c'est comment elle se voyait avant d'être diagnostiquée maladie mentale. Donc il y a aussi toutefois, quand elle dit qu'elle se comprenait comme ça avant d'être diagnostiquée maladie mentale, il y a le poids aussi de l'étiquette qui est important, de la stigmatisation, de dépasser. Mais voilà, pour faire simple, elle avait un certain nombre de valeurs, elle avait une famille, une culture, un rapport avec la société, le travail qui était propre à elle. Et il y avait une case très importante qui était cette case vide là, c'était l'avenir, les projets, donc, qui était là avant d'être diagnostiquée une malade mentale, comme on dit. Puis, comment elle-même s'est perçue et comment elle a été perçue par les autres une fois qu'elle a été diagnostiquée, une fois qu'il y a eu une étiquette schizophrène sur sa tête. Donc là, la maladie prenait toute la place. Elle se percevait juste en tant que schizophrène. Les amis, les valeurs, tout ça, les rêves, ça a été laissé de côté. C'était plus une fleur, c'était juste un rond malade et puis des pétales et parts qui n'avaient plus du tout lien avec ce rond au milieu. Et une fois qu'elle a fait son parcours de rétablissement, son propre parcours, elle est redevenue Patricia, elle n'était plus la maladie, elle était une personne. Et toutes les pétales sont revenus en place et il y en a une nouvelle qui est apparue, c'est la vulnérabilité. Elle a pris conscience de certaines de ces vulnérabilités, mais on veut dire que ce processus de rétablissement, ça peut être aussi un processus de travail personnel sur soi que chacun peut avoir, qui est pas passer par les troubles psychiques. C'est en prenant conscience de ces vulnérabilités qu'on avance dans le pétale avenir projet qui est là a pu de nouveau réapparaître une fois qu'elle s'est estimée rétablie et qu'elle est de nouveau de l'avant. C'est bon, vous avez quand même entendu ce qu'elle pouvait dire. Donc voilà, de plus en plus on a des témoignages de personnes qui expliquent comment ils se sont sortis. Je pense qu'il faut pouvoir les écouter. Voilà les différentes dimensions du rétablissement. Je ne vais pas beaucoup insister dessus parce que je pense que Adeline en parlera notamment dans sa présentation. Vous voyez que tous les efforts sur lesquels on a centré les propos ce matin, sur les unités d'hospitalisation, quand on parle de patients, c'est qu'on essaye d'aider à la rémission symptomatique par les médicaments, mais on sait que ça ne fait pas tout. Et qu'on doit aussi pouvoir soutenir le rétablissement fonctionnel et le rétablissement social, ce qu'on s'astreint à faire sur les centres de réhabilitation. Mais avant tout, c'est le rétablissement personnel qu'on essaye de soutenir. On ne peut pas le créer, mais tout ce qu'on peut faire, c'est de soutenir, ou déjà de ne pas l'entraver, pour essayer de redonner un peu aux gens de l'espoir que les choses avancent. Alors du coup, comment on met en œuvre ce soutien au rétablissement? Comment on favorise cette citoyenneté? Alors j'aimais bien la définition que Jérôme en donnait ce matin, la volonté pas la citoyenneté passive qui va considérer à voter tous les 4 ou 5 ans, mais comment on transforme aussi son environnement et on se transforme aussi soi-même. Et ben moi je pense que c'est aussi passer du patient passif qui ne sait pas ce qui est bon pour lui, entièrement dépendant des savoirs et des décisions des professionnels, à l'usager actif, de plus en plus impliqué dans ses soins, sa guérison, son rétablissement. Souvent, quand on parle d'éducation thérapeutique, il me semble que
si ça permet de mieux discuter avec son psychiatre et de pouvoir contester, dire le médicament c'est pas celui-là qu'il me faut, c'est plutôt celui-là parce que, et de pouvoir argumenter, voilà, là on fait un pas vers le rétablissement. Ça vient des principes de la réadaptation. Voilà, moi j'avais envie de rendre aussi hommage de là où je viens, et je suis au centre de réhabilitation. Je continue finalement un travail qui a été initié en 1976 par l'association Recherche et Formation, par le professeur Jacques Pelé, qui a formé le professeur Massouvre, qui a travaillé depuis longtemps avec Yann Boulon, même s'il paraît pas vieux comme ça, on a l'impression qu'il est là depuis 30 ans sur Saint-Étienne. Le jardin lui doit énormément, voilà, il est modeste donc il ne dira pas, mais merci Yann. Et alors on nous disait dès le départ, en 1976, les postulats, c'était que l'hôpital doit être et rester un lieu de traitement des états aigus pour une hospitalisation aussi courte que possible. Alors en plus, elle s'est de plus en plus raccourcie, qui propose des prises en charge complexes et spécialisées permettant des ajustements thérapeutiques. Mais moi je rappelle souvent que l'hospitalisation, elle doit être aussi longue que nécessaire. Et il faut se méfier aussi des moments où les gens sortent trop tôt. Si c'est pour y revenir, voilà, c'est du temps perdu. Et surtout, comment on inscrit d'emblée la prise en charge dans une logique de transition en anticipant et en soutenant le projet de sortie et le rétablissement. Sinon, l'hôpital, ça n'a pas de sens. Je vous rappelle aussi, ça c'est les héritages de tout le courant qu'on a appelé de psychothérapie institutionnelle. Et Hermann Simon, qui est un psychiatre allemand, nous avait bien rappelé les 3 mots de l'hôpital. L'inactivité des patients. En tout cas, c'est l'absence de propositions qu'on leur fait. Et à l'époque de la création du jardin, je crois que c'est ce qui a motivé tout le monde, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose à ce moment-là. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus, je crois, donc c'est très bien, parce qu'il n'y a pas que le jardin dans la vie, il y a d'autres choses aussi. Et donc du coup, ça a donné peut-être d'autres idées, ou en tout cas, on espère que ça a entraîné des envies. Le deuxième mot, c'est le préjugé d'irresponsabilité qu'on leur impute. Voilà, la vulnérabilité ne veut pas dire l'incapacité. Voilà, souvent, c'est des personnes qui sont d'une grande sensibilité et qui sont tout à fait capables de faire des choses et de conduire des choses pour leur vie. Et puis la troisième chose, c'est l'ambiance défavorable aussi dans un établissement. Je crois que M. Ulrich l'a très bien illustré par la question du bruit, par la question de toutes ces choses auxquelles on ne fait pas bien attention, mais qui va dans un établissement qui est censé prendre soin, créer une ambiance qui peut être des fois plus délétère que bénéfique. Voilà, donc pour qu'un hôpital puisse soigner ses patients, il faut d'abord soigner et prendre soin de l'hôpital ensemble. Alors, que proposer ? Alors c'est ce qu'on a essayé depuis 2015, une stratégie d'intervention qui mise sur le potentiel des individus, des personnes qu'on accueille, mais aussi des soignants qui sont sur le terrain, qui connaissent leur métier. L'approche communautaire, elle nous fournit une perspective d'intervention qui consiste à supporter le pouvoir des personnes. Voilà, décloisonner les approches et humaniser les pratiques. Ça, je pense que c'est une redite. Donc voilà les photos que j'avais prises, que j'aimais bien aussi. Celle-là, vous n'avez peut-être pas vu. Voilà. Alors, à un moment, c'était dès le séjour hospitalier. On me disait, oui, mais les gens vont s'habituer à l'hôpital, si c'est bien. Ils ne vont plus partir. Je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. À la suite de la crise, je trouve que c'est vraiment une période féconde. À la fois, c'est une période de reconstruction identitaire. Et pour les plus jeunes d'entre eux qui arrivent à 18-19 ans en psychiatrie, avant qu'il y ait le sentiment très fort d'auto-stigmatisation qui s'installe, c'est-à-dire que les gens intériorisent ces préjugés que la société porte sur eux, et avant qu'il y ait de l'inutilité sociale qui s'installe, il faut agir, ou alors pour tenter de le limiter quand il est là. Vous voyez que c'est aussi une prise en charge adaptée à l'état de fatigue émotionnelle. Il n'y a pas d'obligation à quoi que ce soit dans le jardin. Il y a quelqu'un qui veut faire 8 médiations, être contemplatif, et ben ce sera déjà très bien, et voilà, il devra bénéficier de ça. Donc évidemment, je ressors la pyramide, mais je pense que ça dit tellement... Ça parle tellement quand on regarde ça qu'on se situe soi-même et on se dit tiens, où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que je... Voilà, donc, et même en étant tout en bas, ça ne présage pas qu'après on ne puisse pas prendre un peu plus de place un peu plus tard. Voilà, je vais quand même dire un mot de cet aspect-là, c'est qu'on veut aller plus loin. À ma gauche, vous avez l'idée qu'on mène et que Anne de Beaumont, que vous avez entendu ce matin, coordonne en tout cas. Moi, j'essaie d'y participer activement et j'entraîne mes collègues avec moi sur la constitution d'un réseau local qu'on a appelé de jardin de santé. Pourquoi pas jardin de soins, pour essayer un peu d'essayer de clarifier un peu aussi les choses, mais les jardins de santé sont tous ces endroits où on tente de se faire du bien. Et vous voyez qu'on retrouve le jardin des Mélisses tout là-haut, mais le jardin thérapeutique du Laya, c'est une autre expérience que je ne connaissais pas, moi, quand on a fait le jardin des Mélisses, qui est un jardin d'hôpital de jour. Le jardin des moyens du bord, c'est le jardin dont s'occupe un groupe d'entraide mutuelle ici et qui interviendra en fin de journée.
pour vous dire qu'autour de nous, il y a des choses qui se passent, on ne sait même pas. Donc on essaye là de créer un réseau qui nous permettra, au niveau du département, en tout cas, de peser plus fort sur l'ARS et d'aller réclamer des choses pour pouvoir prendre soin des gens. Voilà, pour tous ceux qui localement se reconnaîtraient dans cette démarche dans la salle, vous avez l'adresse d'Anne de Beaumont ici, vous la contactez et elle va bientôt nous faire un doodle pour nous proposer une prochaine réunion. Je lui avais dit aussi que je parlerai très rapidement d'une journée qu'elle organise le 6 juin, c'est Saint-Étienne Métropole qui organise des choses sur le développement durable. Pour tous ceux qui sont là, je vous encourage d'y aller, plus on sera nombreux, plus on pourra faire changer les choses. À droite, vous avez la Fédération Française Jardin, Nature et Santé avec le site internet, où là aussi peut-être que Isabelle nous dira un mot un peu plus précisément tout à l'heure, mais c'est aussi un endroit où on peut partager sur nos pratiques et faire valoir ce qu'on fait. Très rapidement, alors du coup je vais juste vous appâter sur la richesse de l'approche qualitative. J'avais eu la chance moi de faire mon travail de thèse sur le sujet et avec le département de médecine générale de m'intéresser à l'approche qualitative et de pouvoir explorer ce que disaient les personnes qui avaient bénéficié du projet. Donc auprès de 7 adultes ayant participé au jardin, j'avais pris des entretiens semi-directifs et j'avais conduit des entretiens. Ça a fait l'objet d'une publication que vous pourrez retrouver dans les annales médico-psychologiques en 2017, qu'on avait appelée l'approche qualitative de l'éprouvé au jardin de soins, une étude exploratoire en psychiatrie de l'adulte. Voilà, donc 7 entretiens sur lesquels on fait des observations et ensuite on a identifié des axes de compréhension. Je ne vais pas avoir le temps, je pense, de détailler, donc je vais aller très vite. Uniquement sur les axes, et je vous laisserai lire dans l'article si ça vous intéresse les verbatims, c'est-à-dire ce que disaient les personnes. Et je pense que Adeline peut-être en parle aussi. Et ce qui était très frappant, c'est finalement ce que j'avais trouvé dans ma thèse, elle le trouvait aussi dans d'autres ailleurs et dans d'autres circonstances. En tout cas, un axe un bénéfice sur la perception des symptômes de la maladie, en tout cas soit leur apaisement, soit focaliser sa pensée, voire le relèvement de l'humeur. Vous savez qu'en psychiatrie, l'humeur, ce qu'on appelle le moral finalement, est touché, et donc du coup on voyait qu'il y avait un effet en tout cas dit par les gens. La mise à distance des phénomènes perceptifs aussi que sont les hallucinations, quand une personne disait que les voix qu'il pouvait entendre et qui l'envahissaient les mettait à distance. Voilà, ça paraissait important. L'impression de reprendre pied avec la réalité, avec une remise en route des capacités, quelqu'un qui disait j'étais bloqué, je pensais que je n'allais pas m'en sortir, mais ça m'a redonné envie. Donc l'idée d'un réactivateur. Une synchronie avec le rythme du vivant, cela aide à avoir de la patience, il y a un temps pour tout, pour que ça pousse, il y a un temps pour soigner. Ça, je me souviens de cette dame qui m'en avait parlé. Puis beaucoup pointent l'intérêt d'une relation soignant-soigné nouvelle aussi. Le fait de valoriser une activité, du faire ensemble. Ça, c'est le chef de service aussi qui m'en avait parlé, le docteur Bûcher, qui a aussi beaucoup soutenu le projet, qui me disait oui, mais il faut qu'on fasse des choses, on ne fait plus assez avec. Donc voilà, c'est l'occasion aussi de refaire des choses. Une amplification de l'estime de soi, on en a beaucoup parlé. Une reprise du pouvoir d'agir. Aussi, ça paraît important, ce qui se passe dans leur jardin. Quelque chose d'intéressant, c'est l'extension à d'autres dimensions de la vie quotidienne. Le monsieur en parlait un peu dans l'intervention ce matin, je ne sais pas si vous vous souvenez. En tout cas, un jeune patient me disait, au bout de quelques séances, j'ai recommencé à m'intéresser aussi aux autres dimensions de ma vie. J'ai appris à dessiner. Voilà. 7 à 8 ans que j'en avais pas fait, il parlait aussi du jardin. Mais de le faire ici, c'est comme un déclic. Et ça m'a développé à nouveau certaines idées, certaines choses que je n'avais plus fait depuis longtemps et que j'ai recommencé à faire. Voilà. Et l'importance du soutien d'autrui. Pour terminer, vous parlez de la recherche participative, peut-être comme perspective, en vous replaçant dans le contexte de cette phrase qui est « Nothing about us without us ». Ça résume aussi ce que disait Jérôme ce matin sur la conception participative. Aujourd'hui, quand on fait des choses pour les personnes, et particulièrement en psychiatrie, il ne faut pas faire la place des gens, il ne faut pas parler pour les gens, il faut faire avec les gens. Et on espère et on soutiendra un mouvement aussi d'usagers qui doivent pouvoir exprimer en leur nom et représentant aussi les autres personnes auprès des instances, notamment les directions d'hôpital, ce dont ils ont besoin et ce qui leur est néfaste. J'attire aussi votre attention sur cette étude française, l'étude Compère. Ils ont appelé ça Compère baguette magique. C'est 1613 patients qui ont été inclus dans cette étude, où en fait on a posé la question aux patients, voilà quelle était la méthodologie, donc les gens étaient inscrits, ils ont été répertoriés, et ils posaient la question, si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous dans votre prise en charge pour la rendre plus facile ou plus acceptable? Ensuite ça a été collecté par des chercheurs de manière indépendante, validé par un troisième chercheur et des patients,
Et l'idée, c'était sur les consultations, l'hôpital et le système de santé. Alors, vous voyez bien qu'entre 7 patients et 1613 patients, il n'y a pas photo. Mais c'est pour vous montrer que c'est un mouvement de fond, la question des études qualitatives. Et je pense que c'est de là aussi que peut venir une partie de l'intérêt reconnu pour le jardin. Bien sûr, j'ai tiré les pistes qui m'intéressaient, mais notamment, ça c'est une des branches, vous voyez, c'est marrant, ça fait un arbre encore. C'est que du coup, voilà, ça donne des pistes un petit peu de réflexion, voire d'action. Et notamment, sortait l'idée de favoriser l'éducation par les autres patients, de promouvoir les ateliers, les activités de groupe entre patients, je pense que c'est ce qu'on fait, et améliorer les structures et les équipements de santé, améliorer l'environnement des lieux de soins, l'architecture et le design. Donc même là, ça sort. Donc à un moment, il faut arrêter de... On a des arguments, maintenant il faut y aller. Nos partenaires, on les a beaucoup remerciés, je les remercie encore. Sans eux, c'était pas possible. J'avais repris les définitions de la fédération parce que moi je pense que modestement, c'est une expérience, le Jardin des Mélisses. Il y en a sûrement partout, soit fait qu'on ne connaît pas, soit en germe. En tout cas, il nous semble que c'était un exemple d'écothérapie appliquée dans notre pratique quotidienne et la transformation d'une pensée globale en agir local. C'est sûr que les valeurs ou les mécanismes de compréhension sont encore mal compris, mais on espère que la journée d'aujourd'hui, elle fera date et qu'elle permettra de rattraper le retard sur les voisins européens. Quand on voit ce qu'ils font en Suède, on ne comprend pas qu'on en soit encore des fois à autant de retard et je pense que la venue de M. Luric restera gravée chez beaucoup d'entre nous. Et puis la nécessité d'un message écologique, c'est la nécessité humaine d'une culture du lien à la nature pour un prendre soin réciproque de la terre et de l'humanité. Je voulais juste terminer mon propos par cette image-là, alors à deux titres, parce que d'une part c'est une pensée pour un ami cambodgien que j'ai perdu trop tôt, mais c'est aussi... cette image, ça m'a évoqué l'idée que pour l'instant il y a des hôpitaux psychiatriques, mais vous savez qu'en Italie il n'y en a plus. L'idée, ça serait peut-être que dans le futur on ait une psychiatrie communautaire qui intègre vraiment les personnes dans la cité. Donc j'espère peut-être que ça c'est notre hôpital dans 100 ans et que l'arbre que vous voyez c'est un des arbres du Jardin des Mélisses. Voilà. Merci.